Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4063. Aujourd'hui, on est encore dans l'étude de principes et on entame la partie 3 qui portera sur les principes de la physique des fluides. Le premier principe que nous étudierons est le même principe qui a poussé le fameux Archimède à crier « Eureka » dans sa baignoire. Il s'énonce comme suit: un objet plongé dans un fluide subit une force, la poussée, égale au poids du liquide déplacé. Pour comprendre ce principe, commençons par nous demander pourquoi est-ce que la roche coule alors que la balle de ping-pong flotte. Ce n'est pas seulement une question de poids, puisque le navire, plus lourd que la vis, flotte. La réponse, eh bien, elle réside dans le volume d'eau déplacé par l'objet. Celui-ci se calcule aisément lorsque le récipient dans lequel il baigne est plus petit. On n'aura alors qu'à soustraire le volume de liquide initial du nouveau volume une fois l'objet ajouté. Le poids, donc la force correspondant au poids de ce liquide, correspond à la valeur d'une nouvelle force, la poussée d'Archimède, qui diminuera le poids apparent de l'objet. Ainsi, lorsqu'il est sur Terre, un objet subit une force qui l'attire vers le centre de la planète. Cette force, c'est le poids, ou force gravitationnelle. Lorsque notre objet est plongé dans un liquide, une nouvelle force, la poussée, vient s'ajouter à la première. Lorsqu'un objet est immobile à la surface de l'eau, ça signifie que le volume de liquide correspondant au volume immergé, donc autrement dit le volume de l'objet qui est sous l'eau, aura le même poids que l'objet en lui-même. Lorsqu'un objet coule, c'est que le poids de l'objet est trop grand par rapport à son volume. Il faudra donc une troisième force, la normale, pour équilibrer les forces appliquées. Cette normale, inférieure au poids réel, devient alors le poids apparent de l'objet. On peut donc avoir un objet très lourd, comme le navire par exemple, qui en déplaçant beaucoup d'eau augmentera sa force de poussée et donc pourra flotter. On peut aussi avoir un petit objet, comme la vis, au poids plus petit, qui coule au fond de l'eau. La nature du fluide a aussi une importance. Plus le fluide est dense, plus le poids du liquide déplacé sera important. Ainsi, si un plongeur coule aisément dans l'eau douce, il doit accrocher des masses à sa ceinture pour couler dans l'eau salée, puisque celle-ci est plus dense que l'eau douce. Ce phénomène s'applique aussi au corps flottant. La partie d'un iceberg qui émerge sera donc plus grande dans l'eau salée que dans l'eau douce. Si le bateau peine à flotter dans l'eau salée, qu'il ne s'aventure pas dans l'eau douce, il pourrait couler. Certains appareils, un sous-marin par exemple, doivent pouvoir couler et flotter. Pour ce faire, on lui ajoute une zone des plus importantes appelée ballast. Lorsque celle-ci est inondée, le volume de liquide déplacé par l'objet est moindre et la force de poussée est donc moins grande. Le sous-marin peut couler. Lorsque le sous-marin doit remonter à la surface, on chasse l'eau du ballast et on augmente ainsi le volume d'eau déplacée. La poussée augmente et le sous-marin flotte. Le principe d'Archimède explique donc le fonctionnement de tout ce qui flotte, et la montgolfière en fait aussi partie. Dans ce cas, le fluide déplacé, c'est l'air ambiant. Le plongeur doit aussi bien comprendre ce principe s'il souhaite remonter à la surface.
Passons maintenant au deuxième principe, soit le principe de Bernoulli. Il s'énonce comme suit. Dans le flux d'un liquide, une accélération se produit simultanément avec la diminution de la pression. Pour illustrer ce principe, prenons l'exemple d'un boyau d'arrosage. Lorsqu'on rapetisse l'embouchure du tuyau avec notre pouce, l'eau devra augmenter son débit. L'eau accélère donc à la sortie du tuyau. Il y a donc un lien direct entre la pression et la vitesse d'un fluide. Bernoulli avance donc le postulat suivant. L'accélération d'un fluide provoque une diminution de la pression de celui-ci. Ainsi, si un troupeau d'éléphants se précipite dans un corridor qui rétrécit, il accélérera dans la partie la plus étroite pour que le flux d'éléphants ne soit pas altéré. Or, cette accélération occasionne une diminution de la pression. Si un tuyau est plus étroit, on aura donc une diminution de la pression associée à une accélération du fluide, comme c'était le cas pour le tuyau d'arrosage. Et ce principe s'illustre bien dans le système d'aqueduc suivant. Comme la vitesse est supérieure à droite, la pression est moins grande et la colonne d'eau sera moins haute. C'est donc le principe de Bernoulli qui explique comment la vitesse d'un avion lui permet de voler. Comme on peut le voir sur l'image, la forme d'une aile d'avion n'est pas aléatoire. L'objectif ici, c'est de projeter l'air vers le bas. L'aile a donc une forme plus arrondie sur le dessus, et comme l'air a naturellement tendance à suivre le profilage de la pièce, la forme de l'aile aura un impact direct sur la pression de l'air sur et sous l'aile. En effet, les molécules d'air seront écrasées les unes sur les autres sous l'aile de l'avion, créant ainsi une zone de haute pression. Au-dessus de l'aile, l'air suit la forme de l'aile et crée une zone de basse pression. Tant que l'air suit ainsi l'aile de l'avion, ces zones de haute et de basse pression créeront une force vers le haut. Cette force, c'est la portance. Elle est dirigée de la zone de haute pression vers la zone de basse pression. Lorsque l'angle est tel que l'air n'est plus en mesure de suivre le profilage au-dessus de l'aile, la portance est soudainement plus faible et on dit que l'avion décroche. Le pilote doit alors rétablir rapidement la situation, puisqu'un décrochage peut causer un écrasement. Vous avez déjà peut-être remarqué que lorsqu'une rivière est plus étroite, la vitesse d'écoulement de l'eau est plus importante. Ainsi, le débit est toujours le même, puisque la vitesse augmente là où il y a moins d'eau qui passe. Le même principe s'applique aussi lorsqu'un vent horizontal frappe une montagne. C'est la raison pourquoi le vent en altitude souffle plus fort. C'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. L'effet découle du principe de Bernoulli. Plusieurs appareils, comme le pistolet à essence dans les stations-service, utilisent l'effet Venturi. Le principe de Bernoulli explique aussi l'effet Magnus, utilisé dans plusieurs sports. Lorsqu'une balle ou un ballon est en mouvement par rapport à l'air et que celui-ci subit une rotation, la vitesse de l'air par rapport à la surface de la balle n'est pas la même sur et sous la balle. Imaginez que vous roulez à vélo. Même si la voiture qui roule en sens inverse et celle qui roule dans le même sens que vous ont la même vitesse par rapport au sol, elles n'ont quand même pas la même vitesse par rapport à vous. C'est la même chose ici. Or, plus la vitesse est grande, plus la pression est petite selon Bernoulli. C'est cette variation de pression qui permet par exemple aux joueurs de tennis de couper, de brosser ou de faire dévier la balle dans l'air. Le principe de Bernoulli a donc plusieurs applications dans le monde de l'aéronautique, mais aussi dans une multitude d'appareils.
On en trouve même des applications dans le domaine des sports. Passons maintenant au dernier principe de la physique des fluides, soit le principe de Pascal. Il s'énonce comme suit. Toute variation de pression en un point d'un liquide contenu dans un récipient s'accompagne d'une égale variation de pression en tout point dans ce même liquide. Cette pression, elle est liée à la force, bien sûr, mais aussi à la surface de contact. Ainsi, deux personnes de même poids exerçant donc la même force sur leur sol n'auront pas la même aisance à se déplacer dans 4 pieds de neige si l'une d'entre elles porte des raquettes et l'autre des talons aiguilles. Cela signifie donc que puisque la pression dans un fluide est la même partout selon ce que nous dit Pascal, eh bien si on veut se procurer un avantage mécanique, ou autrement dit, si on veut appliquer une force plus grande sur l'objet que celle qu'on applique nous-mêmes, on doit alors augmenter la surface sur laquelle cette force est appliquée en conséquence. Par exemple, si on a un flamant rose de 4 kg qui est posé sur un système hydraulique circulaire ayant une surface de 0,98 m, son seul poids peut appliquer une force beaucoup plus grande sur une surface de 4,55 m de rayon. En fait, la masse de 4 kg de notre flamant rose induit un poids capable de soulever un panda géant de 80 kg. Le prix à payer, c'est que le flamant rose se déplacera beaucoup plus que notre panda. Donc, elle aura à subir une très grande variation de hauteur pour faire subir une petite variation de hauteur à notre panda géant. Vous comprenez bien que c'est le système utilisé pour soulever votre voiture lorsque vous voulez la faire réparer. C'est aussi ce même principe qu'on utilise dans un système de freinage pour que la force de votre jambe soit en mesure d'arrêter le mouvement d'une voiture. Le prix à payer pour décupler cette force, c'est que votre pied fera un plus grand mouvement que votre plaquette de frein. Tous les appareils dans lesquels on pousse sur un liquide utilisent le principe de Pascal. On peut penser à la seringue, mais aussi au monte-charge ou au frein. C'est ce qui met fin à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts en physique des fluides. À vous de surpasser le maître.